Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Abdelaziz Bouteflika prêtera serment d'un 4e mandat successif. Ali Benflis veut tout mettre en œuvre pour présenter un front uni à la prochaine élection. En France, le président rend hommage aux justes à travers leurs jeunes descendants. La France dément le paiement de rançon pour les journalistes otages en Syrie. C'est demain que le président Abdelaziz Bouteflika prêtera serment lors de la cérémonie de son investiture officielle pour un 4e mandat successif à la tête de l'État. Crédité d'un score de près de 80% des suffrages exprimés au terme du scrutin présidentiel du 17 avril, Bouteflika a déjà fait part de ses remerciements à l'ensemble du peuple qui lui a accordé la majorité des suffrages. Pour sa cérémonie d'investiture qu'arbitrera demain le Palais des Nations au Club des Pins à Alger, de nombreuses invitations ont été adressées à des personnalités du milieu politique, social et économique, aux différents responsables médiatiques, les parlementaires des 2 chambres ainsi que les corps diplomatiques accrédités en Algérie. Tout ce beau monde est ainsi convié à assister à l'investiture du président Bouteflika. Ali Benflis, le candidat malheureux des élections présidentielles du 17 avril, ne jure plus de défendre le suffrage populaire qui lui donnerait, selon lui, la majorité des voix, à l'issue du dépouillement des urnes le soir du vote. Mais il change de fusil d'épaule en abandonnant l'idée de se battre contre la fraude. Il a par ailleurs bien assuré qu'il n'a pas été battu par le suffrage populaire et qu'il n'a pas échoué dans une compétition électorale honnête et loyale. Mon échec a été préparé, planifié et organisé par une coalition qui porte 3 noms. La fraude, l'argent douteux et certains relais médiatiques inféodés aux puissances détentrices de cet argent douteux. Il a signé le 21 avril dernier un accord avec 12 partis politiques pour créer une coalition, première étape dans la création d'une opposition politique. Ali Benflis ambitionne de fédérer autour de ce noyau des forces du changement. Le front du boycott qui réunit d'une 12aine de partis, dont les principaux partis islamistes du pays qui ont refusé de participer à l'élection présidentielle. L'estimant plié d'avance et le vainqueur désigné bien avant le scrutin. L'objectif clairement affiché par Ali Benflis est d'arriver à présenter un front uni à la prochaine élection. Lors d'une visite d'inspection au stade du 5 juillet, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, a souligné la mobilisation de tous les moyens matériels et technologiques et l'utilisation de techniques de pointe en vue de conférer à cette infrastructure sportive une dimension internationale, précise un communiqué du ministère. Inspectant les travaux de rénovation confiés à la société chinoise CSCEC, le ministre a insisté sur la nécessité pour cette entreprise de respecter les exigences de qualité et les délais de réalisation convenus et de veiller à la sécurité de l'infrastructure. Les travaux de rénovation du stade du 5 juillet ont démarré fin mars dernier pour remplacer les gradins dans un délai de 12 mois. Le stade du 5 juillet d'une capacité de 70 000 places a été inauguré le 17 juin 1972. Un effondrement partiel survenu le 21 septembre 2013 dans la partie supérieure des gradins avait coûté la vie à 2 jeunes supporters lors d'une rencontre du championnat national de football. Le président du comité olympique algérien, M. Mostafa Barraf, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de la Fédération japonaise de gymnastique, M. Morinari Wantob, qui effectue une visite à l'Algérie à l'occasion du 50e anniversaire de la naissance du comité olympique algérien COA. La visite s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine de gymnastique. الجمباز الياباني هو جمباز من مستوى رفيع، جمباز عالمي، هما دائما يعني في المرتبة الأولى في البطولات العالمية والألعاب الأولمبية، وهذا لنا شرف يعني باش نستقبل الأمين العام للاتحاد الياباني للجمباز وباش نطوروا يعني علاقات. منذ أولمبياد 64 توجد علاقة صداقة بين الجزائر واليابان إلى يومنا هذا، وكذا بين الفيدرالية الجزائرية واليابانية لرياضة الجمباز. إذا أرادت الجزائر مساندة اليابان في أولمبياد طوكيو القادمة، فإن هذا الحلم هو حلم مشترك بين البلدين، ونحن بدورنا سندعم الاتحاد الإفريقي للجمباز بهدف التطور. Le responsable japonais a profité de sa visite pour remettre à Mostafa Barraf un cadeau particulier puisqu'il s'agit du portrait de M. Yamani, premier participant algérien dans les Jeux Olympiques, et ce lors de sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Tout en couleur, le portrait offert par le japonais a bénéficié de toutes les techniques de conservation et de traitement d'imagerie, à la grande satisfaction de M. Yamani et du responsable du COA.
La Moudjahida Evelyne Safir est décédée vendredi soir à l'âge de 87 ans, en son domicile à Médéa, un temps après hier auprès de ses proches. Evelyne Safir épouse de feu le journaliste Abdelkader Safir, né Evelyne Lavalette, née en 1927 à Alger, et issue d'une famille de pieds noirs installée depuis 3 générations en Algérie. La défunte a grandi à Ruiba. Elle adhéra en 1951 à l'association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale. L'auteur de Juste Algérienne, une autobiographie retraçant son parcours militant au sein du Front de Libération Nationale, le FLN, et des institutions officielles du pays. Elle rejoignait les rangs de la Révolution en 1955, où elle participe par le biais de l'AJAS à l'impression clandestine d'une revue du FLN. Arrêtée en novembre 1956 à Oran, lors d'une mission pour le compte de l'instance exécutive du FLN, elle sera jugée et incarcérée successivement à Oran, El Asna Machlef et El Habash. À sa sortie de prison, elle s'installa provisoirement en France, sous une fausse identité. Un séjour qui sera de courte durée, puisqu'elle s'exila pendant 2 ans en Suisse, puis regagna l'Algérie à l'indépendance. Le président François Hollande a reçu samedi à l'Élysée une vingtaine de jeunes descendants de Justes ayant sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant leur voyage de 3 jours en Israël. Il s'agit du 5e voyage de ce type organisé par la Fondation France-Israël, mais c'est la première fois que les participants sont reçus à l'Élysée. François Hollande, ému et heureux de rendre hommage à travers ces jeunes aux Justes, il a déclaré « Il y a votre fierté familiale, il y a aussi la fierté nationale, la fierté d'avoir des héros du quotidien. La discussion glisse sur les valeurs, l'éducation. » À l'occasion de la réception, le chef de l'État a longuement écouté les récits de ces jeunes qui n'ont souvent su que tardivement le rôle de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents pendant la guerre pour sauver des Juifs des rafles et des arrestations. Saluant ces héros du quotidien, Hollande a souligné combien il était important que des vivants puissent encore témoigner de leur action et faire ressurgir la mémoire de cette époque. Le gouvernement français a démenti une information du magazine allemand Focus, selon laquelle ils auraient versé une rançon de 18 millions de dollars pour la libération des 4 journalistes otages en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé que l'État français ne paye pas de rançon. À l'occasion de la libération, le 18 avril, les journalistes qui ont passé 10 mois aux mains d'un groupe islamique en Syrie. Des sources proches de l'OTAN à Bruxelles indiquent que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en personne a apporté à Ankara avant leur libération l'argent de la rançon, qui est parvenu aux ravisseurs via les services secrets turcs. Malgré sa promesse de se débarrasser de tout son arsenal, le régime syrien posséderait encore 8% de son stock initial, a annoncé la coordinatrice de la mission conjointe de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Près de 6,5% doivent être évacués pour être détruits à l'extérieur du pays, tandis qu'un petit pourcentage pourrait être détruit sur place, a précisé Sigrid Kaag lors d'une conférence de presse à Damas. Le régime syrien avait été accusé d'avoir lancé une attaque chimique près de Damas, ayant fait des centaines de morts en août 2013. 3 officiers ukrainiens détenus dans des conditions inhumaines par des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Gor Strelkov, un insurgé séparatiste pro-russe qui se présente comme le commandant des unités d'autodéfense du Donbass, indique qu'ils relâcheront les 3 officiers en échange de la libération de militants pro-russes. Toutes ces détentions reflètent une escalade dans la crise ukrainienne, surtout à Slaviansk, qui échappe depuis plusieurs jours au contrôle de Kiev. Le Premier ministre sud-coréen Chung Hong-won a démissionné dimanche suite à de nombreuses critiques visant la gestion par son gouvernement du naufrage du ferry Séoul qui a fait plus de 300 morts ou disparus. Et il a présenté ses excuses pour avoir été incapable d'empêcher cet accident de se produire et de gérer correctement les suites. Nous commençons nos brèves culturelles par la star de la chanson francophone du moment, Stromae, qui fera son grand show le 30 mai prochain à Alger, à la coupole du complexe olympique, a annoncé le chanteur de hip-hop lui-même dans une vidéo postée samedi sur internet. Très heureux de vous annoncer que je mettrai pour la première fois les pieds en Algérie. Nous viendrons vous présenter notre nouveau spectacle, a déclaré l'artiste. Né en 1985 à Bruxelles, en Belgique, de mère belge et de père rwandais, Paul Van Haver, de son vrai nom, est à la fois auteur, compositeur, interprète et producteur de nationalité belge. Près de 500 libraires indépendants en France et en Belgique francophones ont célébré samedi la 16e fête de la librairie, également journée mondiale du livre, en offrant au public une rose et un ouvrage afin de défendre les valeurs de leur métier. Le livre offert dans les librairies participantes se présente sous la forme d'un abécédaire dont les 26 lettrines ont été dessinées par Christian Lacroix. Nous clôturons nos brèves culturelles par l'auteur de Don Quichotte,
Près de 4 siècles après sa mort, un groupe de scientifiques lancera lundi les recherches des restes de Miguel de Cervantes avec un géoradar pour tenter de retrouver dans une église de Madrid le lieu où il est enterré. Né en 1547 dans la vieille ville universitaire d'Alcalá de Henares, près de Madrid, l'écrivain a passé les dernières années de sa vie dans un quartier du centre de la capitale espagnole, aujourd'hui rebaptisé Barrio de las Celestras, en hommage à ses célèbres habitants, Cervantes. Il décède à Madrid le 22 avril 1616. L'écrivain fut enterré dans la petite église des Trinitaires le 23 avril, date qui a été choisie pour marquer le jour officiel de son décès, suivant la coutume de l'époque.